All rise, vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Je souhaite la bienvenue à cette dernière journée de l'audience de confirmation des charges à toutes les personnes présentes aujourd'hui dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public. Madame la greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Situation en République centrafricaine 2. Affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona. Référence de l'affaire ICC 0114 0118. Nous sommes en audience publique. Merci beaucoup, Madame. Je souhaite la bienvenue encore une fois à toutes les parties et à tous les participants, ainsi qu'aux suspects, M. Alfred Yekatom et M. Patrice Edouard Ngaïsona. Voilà. Je souhaite maintenant inviter les parties et les participants à se présenter en commençant par le bureau du procureur. S'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par Kweku Van de Pouille, substitut du procureur, Olivia Stryven, substitut du procureur, Eric Iverson, substitut du procureur, George Mugwanya, conseil, Nicolas Ledy, substitut du procureur, Pierre Belbenoît Avich, associé, Sylvie Watcham, associé, Liliane Robb, Irina Galoupa et Yassine Mustafa, notre commis aux affaires, et je suis Fatou Bensouda, procureur. Merci beaucoup, Madame la procureure. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. À présent, je me tourne vers les équipes de la défense, en commençant avec l'équipe de défense de M. Yekatom. Maître, s'il vous plaît. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. La défense de M. Yekatom est représentée aujourd'hui par Peter Robinson, Lucien New, Florent Pavesh-Granier, Wilhelmina Whittingham, Léna Casier, ainsi que moi-même, Mylène Dimitri. Merci beaucoup, Maître Dimitri. À présent, je me tourne vers l'équipe de défense de M. Ngaïsona. Maître, s'il vous plaît. Good morning. Maître Knops. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. La défense de M. Ngaïsona est représentée aujourd'hui par Maître Antonia Daek, Marion Carin, Sarah Pedroso et Maxime Lehégé. Et je suis Maître Knops, le conseil principal de M. Ngaïsona. Merci. Merci beaucoup, Maître Knops. À présent, c'est le tour des représentants légaux des victimes. Maître, je vous prie. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Monsieur le Juge. Les anciens enfants soldats sont représentés par Ludovica Vitruccio, juriste associé, et moi-même, Dimitros Souproun, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Pour les représentants légaux des victimes des autres crimes, aujourd'hui l'équipe est accompagnée de Madame Asso, Madame Grabowski, Madame Pinault et Madame Peña. And I am Paulina Massilda, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes. Bonjour Monsieur le Président, Madame le Juge, Monsieur. Pour les représentants des victimes des autres crimes, Maître Elisabeth Rabessan-Atala, du barreau de La Rochelle, Rochefort.
Merci beaucoup. Je constate que du côté du bureau du greffier, il n'y a personne pour l'instant dans la salle. C'est bien ça, voilà. De notre côté, comme vous l'aurez remarqué, la composition de la chambre préliminaire 2 est toujours la même. Elle est inchangée. Pour l'audience d'aujourd'hui, tout d'abord, la Chambre souhaite prendre note des requêtes présentées par les parties depuis la fin de la dernière session de cette audience. Il s'agit des documents numéro 363, en anglais, Yekatom Defense Request for Public Redacted Version. Demande de la défense Yekatom pour des décisions. 75. Prosecution's Request. Demande de l'accusation en application de la règle 35 aux fins de variation des délais et aux fins d'ajouter 2 documents sur sa liste modifiée de documents. La Chambre aura reçu toutes les réponses aux dites requêtes. Elle les traitera en temps utile. Ensuite, je rappelle que, conformément à notre emploi du temps, nous procéderons aujourd'hui avec les observations finales des parties et des participants. La Chambre a déjà reçu et analysé attentivement les conclusions écrites des parties et des participants. Ainsi, elle rappelle sa décision orale du 25 septembre 2019, dans laquelle elle avait déjà affirmé que les déclarations finales sont censées constituer des réponses spécifiques à des arguments formulés au cours de l'audience et qu'elles ne seront utiles que dans la mesure où elles apporteront de telles réponses. La Chambre incite donc les parties et les participants à ne pas s'en tenir à des déclarations générales au sujet des faits, afin de répondre spécifiquement aux allégations ayant été formulées durant cette audience. Enfin, la Chambre rappelle également que, selon l'ordonnance portant calendrier aux fins de l'audience de confirmation de charges, les parties disposent de 1 heure chacune pour présenter leur déclaration finale. Les représentants légaux des victimes disposent collectivement de 1 heure et demie. Je vais à présent donner la parole au bureau du procureur afin que ces représentants puissent procéder avec leurs observations finales. Madame la procureure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, permettez-moi tout d'abord de m'excuser de n'avoir pas pu être présente à l'ouverture de cette confirmation des charges et de n'avoir pas pu m'adresser alors à votre Chambre. J'étais en effet en déplacement et n'ai pas pu regagner La Haye à temps, mon vol ayant été annulé et retardé à plusieurs reprises. Je regrette cette force majeure et je saisis donc l'occasion que vous avez donnée aux parties et aux participants de prendre la parole et en clôture de cette procédure de confirmation des charges, afin de dire quelques mots.
Puis je laisserai la parole à M. Kweku Van der Puy, premier substitut du procureur dans cette affaire. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, la République centrafricaine, au cours des conflits armés successifs qui l'ont traversée, a été le théâtre de crimes nombreux, répétés, dont la victime, toujours, a été la population civile centrafricaine. L'impunité, en règle générale, a toujours prévalu, les victimes n'étant pas reconnues et n'étant pas indemnisées. Après que la République centrafricaine a été une nouvelle fois meurtrie à partir de 2012 par les exactions perpétrées à grande échelle par les membres de la Seleka, ainsi que par celles commises par les anti-Balaka, une soif de justice se fait jour dans le pays, de la part des victimes, mais aussi de la population civile dans son ensemble. La justice est apparue comme un vecteur indispensable de la restauration de la paix et de la réunification de la société centrafricaine. C'est dans cette optique que la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a saisi mon bureau en mai 2014 de la situation criminelle en République centrafricaine à compter du mois d'août 2012. Et c'est cette même logique qui a conduit plus tard à la création de la Cour pénale spéciale, ainsi qu'aux poursuites menées par la justice centrafricaine contre plusieurs criminels, Seleka et anti-Balaka. L'action de mon bureau est complémentaire de celle de ces juridictions nationales. Je veux être clair à l'intention de la population africaine, centrafricaine. Ce sont M. Ngaïsona et Yakatom qui sont aujourd'hui dans cette salle d'audience. Mais mon bureau travaille à la poursuite de crimes commis par les différentes parties au conflit et donc par la Seleka. Permettez-moi de passer maintenant en anglais. Mr. President. Monsieur le Président, je vais maintenant poursuivre en anglais. Madame, Monsieur le juge, l'affaire dont vous êtes saisi est une affaire de nettoyage ethnique. Après que les Seleka se soient engagés dans une campagne de terre brûlée et de terreur visant les bastions de Bozizé et de ses supporters, un contre-mouvement a commencé en RCA. Des atrocités et généralités ont poussé les gens à se défendre, à défendre leur communauté et leur famille contre la règle des Seleka. C'était aussi motivé par un désir de vengeance contre ceux qui étaient perçus comme étant les responsables des crimes des Seleka et ceux qui étaient perçus et montrés comme étant des traîtres qui étaient de leur côté. Les musulmans, qui auparavant étaient des voisins, des amis, des familles, des filles, des fils de la RCA, étaient maintenant vus comme des collaborateurs ou des étrangers. Lorsque le président Jotoja a démissionné et que le Seleka a commencé à battre en retraite, les civils musulmans dans l'ouest du pays ont été laissés pour compte. Et les anti-Balaka ne leur ont laissé aucun choix. Dans leur propre pays, il n'y avait plus un endroit sûr pour eux. Poussés par la haine, les anti-Balaka se sont lancés dans des attaques systématiques et généralisées contre des civils musulmans dans les villages, dans tout l'ouest de la RCA. Ils les ont chassés, ils les ont tués, violés, ils ont blessé les membres de la population musulmane, y compris ceux qui s'enfuyaient. Tous les musulmans de toute la RCA comprenaient bien qu'ils étaient la cible des anti-Balaka. Et pour les anti-Balaka, tout musulman était devenu une cible. En chassant la population musulmane, les anti-Balaka ont aussi pillé et détruit la plupart des mosques de l'ouest de la République centrafricaine. Des quartiers musulmans entiers ont été rasés et incendiés.
Les attaques violentes des anti-Balaka ont obligé les musulmans à s'enfuir du pays ou à s'enfuir dans des pays étrangers, et ce en masse. Des milliers ont été évacués dans le cadre de convois humanitaires accompagnés par les agences des Nations Unies comme la MISCA ou la Sangaris ou par des forces tchadiennes ou d'autres. Mais même dans ce cas, les anti-Balaka attaquaient les convois protégés. D'autres se sont enfuis dans la brousse et ont marché pendant des semaines avant d'arriver à la frontière, tout en étant chassés par les anti-Balaka et les éléments de ceux-ci. En mars 2014, pratiquement tous les résidents musulmans de Bangui étaient partis, ainsi que l'essentiel de la population musulmane de l'ouest de la RCA. À la fin 2014, 70 000 réfugiés musulmans avaient atteint le Tchad et 120 000 réfugiés musulmans, eux, avaient atteint le Cameroun. Le procureur vous a montré des civils musulmans qui avaient été nés et qui avaient été élevés en RCA, qui ont dû tout quitter, qui ont dû quitter leur pays et qui ont laissé leur vie derrière eux. Et des années après, la plupart d'entre eux n'ont toujours pas pu revenir chez eux et reprendre le fil de leur vie parce qu'ils ont peur. D'autres sont restés. Ils sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas s'enfuir la plupart du temps, parce qu'ils étaient trop vieux ou parce qu'ils étaient trop faibles. Des parents ont été obligés de laisser leurs enfants handicapés derrière eux alors qu'ils les portaient quand ils sont devenus trop épuisés pour les porter. Et ceux qui sont restés ont été poussés dans des ghettos et ont vécu là dans des circonstances déplorables. Ils étaient soumis à un climat constant de peur et d'insécurité. Dans ces enclaves, ils avaient un accès très limité aux besoins essentiels, y compris santé, hygiène, nourriture et eau. Il y avait des pénuries de médicaments, pénuries d'accès aux soins médicaux, combiné à un manque d'hygiène. Tout ceci a provoqué un grand nombre de morts. Il y avait un accès très limité à l'eau potable. L'eau, de toute façon, était de mauvaise qualité, ce qui fait que la plupart sont tombés malades et il y a eu des épidémies. Et ces personnes ne pouvaient pas quitter l'enclave sans risquer leur vie et elles étaient donc décrites par certains comme une prison à ciel ouvert. Monsieur le Président, la nature même et l'impact de crimes commis dans cette campagne de nettoyage ethnique justifie que cette affaire soit renvoyée à votre chambre et ensuite justifiera que Gaissona et Yekatom soient jugés. En effet, ils ont commis ces crimes dans le cadre d'une campagne de nettoyage ethnique et ceci est prouvé par les éléments de preuve. Gaissona était le ministre de la Jeunesse et il disposait d'une autorité, d'une influence sur la jeunesse chrétienne, tout en mettant toujours l'accent sur la victimisation de la communauté chrétienne aux mains des Séléka. Lui et d'autres figures clés des mouvements anti-Balaka ont toujours montré la population musulmane comme étant une population de traîtres et de collaborateurs. Ils ont fait l'amalgame entre les Séléka et les musulmans en niant même la légitimité des musulmans qui étaient nés en RCA, qu'il a appelé des étrangers. Gaissona encourage les jeunes chrétiens à prendre les armes. Il a mobilisé et coordonné ceci sur le terrain. Gaissona a donc joué un rôle essentiel dans le plan commun stratégique qu'il a aidé à développer et à mettre en œuvre en organisant et en coordonnant les chefs anti-Balaka et les Comzones et en transformant les forces anti-Balaka en une force qui a finalement réussi à chasser le régime des Séléka, mais surtout une force qui a été en mesure de commettre les crimes qui sont reprochés à l'échelle qui est celle à laquelle ils ont été commis. Yekatom, lui, n'était pas membre de la coordination nationale anti-Balaka ou des chefs de ce mouvement, mais c'était un commandant anti-Balaka très puissant. Son groupe et lui ont ciblé violemment la population musulmane à Bangui, à Boeing et dans d'autres lieux du sud-ouest de la République centrafricaine. Yekatom a armé et formé ses hommes, qui comptaient des milliers d'hommes d'ailleurs. Il a dit à ses troupes qu'ils seraient formés afin de tuer des musulmans et des Séléka. Et ces éléments n'osaient pas désobéir. Donc il parlait ouvertement de massacrer les musulmans, que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. Yekatom est donc responsable de crimes qui ont été commis par ses troupes dans les
zones qui étaient sous son contrôle. En mettant en œuvre le plan commun opérationnel, il a déployé les troupes et les a commandées lorsqu'il ciblait de façon violente la population civile musulmane. Il n'a pas évité, il n'a pas puni ses troupes qui étaient sous son commandement alors qu'il savait qu'ils commettaient ou qu'ils allaient commettre ces crimes. De plus, il a même personnellement participé aux attaques et a ordonné ou commis des crimes tels que meurtre, torture, actes inhumains et traitements cruels. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, l'accusation a rassemblé et présenté un grand nombre d'éléments de preuve qui sont plus que suffisants pour démontrer qu'il y a des motifs substantiels de croire que Ngaïsona et Yekatom sont responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le DCC. Monsieur le Président, la victimisation aux mains des anti-Balaka de la population civile musulmane n'avait jamais eu lieu auparavant en République centrafricaine. Ces crimes sont extrêmement graves et leurs effets et leur impact se ressentent encore aujourd'hui. Un grand nombre de civils musulmans ne peuvent plus rentrer chez eux car ils n'ont plus de maison. Ils ne savent pas où aller pour élever leurs enfants ou pour rejoindre leur famille en RCA. Et la plupart ne pourront jamais le faire. Dans le DCC, Monsieur le Président, vous avez les éléments de preuve qui établissent qu'il y a des motifs substantiels de croire que Ngaïsona et Yekatom sont responsables des crimes qui leur sont reprochés. Mon bureau vous demande donc de confirmer ces charges et de faire passer cette affaire en première instance. Ainsi, je pense que nous pourrons commencer à rendre la justice à tous les Centrafricains. Je dois aussi vous dire que l'affaire contre M. Ngaïsona et Yekatom est une première affaire, mais certainement pas la dernière affaire qui va nous arriver suite à la situation en République centrafricaine. Nous continuons à travailler en République centrafricaine et nous continuons à nous engager à faire venir les responsables des deux camps pour qu'ils rendent compte des atrocités qu'ils ont commises. Nous voulons nous assurer que la justice soit rendue pour le peuple de la République centrafricaine et qu'elle soit aussi vue comme étant rendue. Et maintenant, je vais passer la parole au premier substitut du procureur qui s'occupe de cette affaire, M. Kweku Van de Puy. Je vous remercie. Madame la procureure. Monsieur Van der Puy, à vous la parole, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. Monsieur Van der Puy, merci, Monsieur le Président, Monsieur, Madame les juges. Bonjour à tous, permettez-moi de prendre quelques secondes pour me préparer. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, c'est un privilège pour moi que de comparaître devant vous et au nom du bureau du procureur. Je crois qu'il est important de rappeler et de souligner l'importance de cette affaire. En quoi consiste-t-elle? Et il faut se rappeler également ce que démontrent les éléments de preuve. Il existe en effet des motifs substantiels de croire que M. Ngaïsona est responsable des charges qui lui sont reprochées, car les preuves démontrent de façon accablante qu'il est responsable des crimes qui lui sont reprochés. Il doit répondre de 111 chefs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis par les anti-Balaka dans 5 des 16 préfectures de la RCA ainsi qu'à Bangui entre décembre 2013 et décembre 2014. M. Ngaïsona était le coordinateur national général anti-Balaka, un rôle qu'il a assumé sciemment et délibérément, un rôle qu'il a mis à la tête d'un mouvement politico-militaire qui comptait des dizaines de milliers d'éléments militarisés. Sa qualité de chef national des anti-Balaka en janvier 2014 n'est pas tombée du ciel. Les éléments de preuve démontrent qu'il faisait partie d'une poignée de personnes influentes associées au régime de Bozizé, qu'il a joué un rôle dans le développement du groupe en 2013, et c'est pourquoi il est devenu
le coordinateur national général de ce groupe. Ngaïsona a contribué de façon considérable au plan commun stratégique qui est décrit dans le document de notification des charges, tendant à prendre ou à reprendre le pouvoir en République centrafricaine en utilisant, entre autres, des groupes d'autodéfense existants et d'autres personnes résolues à se venger de la population civile musulmane pour les crimes commis par les Seleka. De concert avec Bozizé, Mokom et des membres des dirigeants nationaux de la Direction nationale des Anti-Balaka et d'autres, Ngaïsona a exploité et a coopté ces groupes d'autodéfense afin de démettre Djotodia de ses fonctions et de battre les Seleka, préparant ainsi le terrain pour accéder au pouvoir. Étant donné l'histoire bien connue des conflits en République centrafricaine, où des crimes contre les droits de l'homme ont été commis de façon inévitable, les membres du plan commun stratégique savaient que les groupes existants commettraient inéluctablement des crimes violents contre la population civile musulmane. Les crimes dont il est accusé étaient inévitables dans les circonstances. Des circonstances qui ont opposé des chrétiens contre les musulmans, des circonstances où Ngaïsona, Bozizé, Yambete et d'autres ont commencé à jeter les bases des crimes alors que les Seleka s'approchaient de Bangui vers la fin de 2012. Ces groupes étaient motivés, ils étaient prêts à se venger des musulmans, car ils les considéraient comme étant complices et favorables aux Seleka. Ngaïsona et la coordination nationale savaient tout cela, savaient pleinement qu'il y aurait des conséquences inévitables. C'est ce qui fait du plan commun stratégique un plan foncièrement criminel. Les éléments de preuve concernant Yekatom démontrent également qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'il est responsable des crimes qui lui sont reprochés. Non seulement les éléments de preuve démontrent qu'il existe des motifs substantiels, mais ils comprennent également des preuves accablantes démontrant son implication criminelle dans la commission de ces crimes personnellement, ainsi que par des membres de son groupe anti-Balaka. Yekatom dirigeait quelques 3000 éléments qui ont commis des crimes, qui faisant l'objet des charges. Il a organisé, il en était le commandant. De concert avec ce groupe, ils étaient des outils du plan commun stratégique, c'est-à-dire qu'ils ont mis en œuvre ce plan en ciblant violemment la population civile musulmane dans la zone qui était sous son contrôle. De concert avec son groupe, ils ont agi conformément à ce plan commun opérationnel en ciblant la population civile musulmane dans ces zones. Il l'a fait, à l'instar d'autres comme zones et groupes anti-Balaka dans les zones qui étaient sous leur contrôle, par exemple à Yaloke, à Gaga, à Zawa, à Bosangoa, à Bosampele, à Boda, à Karno, à Berberati, à Gwen et à Bangui, comme cela est allégué dans le document de notification des charges. Pardon, je me reprends. Bien que ces zones étaient régies par leur plan commun opérationnel respectif, elles agissaient toutes afin de faire avancer le plan commun stratégique, parce qu'ils adhéraient au dessein criminel, ce dessein criminel qui avait pour but de cibler violemment la population civile musulmane. Pour sa part, Yekatom doit répondre de 21 chefs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Je vais aborder brièvement les présentations des différentes parties au stade initial de cette audience. Je trouve les observations orales de la défense impressionnantes, intéressantes et voire créatives parfois. Les observations par écrit sont pareilles, mais je crois qu'elles sont tout aussi vaines. Il est cependant rassurant de noter que la défense a bien compris la nature et la portée de l'affaire de l'accusation, de la thèse de l'accusation, à négocier des éléments de preuve volumineux qui ont été déjà divulgués. Mais les arguments traitent de certains éléments saillants et à titre sélectif. En tant qu'avocat chevronné, le Conseil de la défense a tenté de détourner l'attention de la Chambre des questions fondamentales ou de brouiller un peu les cartes. Ils ont même avancé certaines questions qui n'ont même pas été prétendues par l'accusation.
Qu'à cela ne tienne, ce dont la Chambre est saisie, c'est un volume important de pièces étayant chacune des allégations contenues dans le DCC. Bien que fondamentalement il s'agisse d'un document de notification, le DCC néanmoins fait référence à environ 1400 pièces ou éléments de preuves potentielles. L'accusation a présenté une liste de preuves comprenant plusieurs milliers d'autres pièces. La défense, pour sa part, a présenté une fraction infime de ce volume de preuves. L'équipe Ngaisona prétend que ces éléments contredisent, sapent, discréditent, voire démontent la thèse de l'accusation. Or, la plupart de ces pièces, sinon toutes ces pièces, ont été présentées par l'accusation. Elles font partie de la preuve sous-tendant la thèse de l'accusation et les éléments de preuve que nous allons présenter à la Chambre. Rappelez-vous, la défense a fait référence aux preuves présentées par l'accusation, les témoins de l'accusation. Pour sa part, la défense des Hécatombes prétend que les éléments de preuve présentés par l'accusation n'est pas crédible parce que ambigu ou parce qu'elle repose sur des oui-dire. Or, ces arguments sont tout aussi vains et sans fondement. La défense identifie certaines incohérences dans les éléments de preuve, mais il est important de se rappeler que cela est le propre de toute entreprise complexe de nature judiciaire. En effet, différents témoins se rappellent des choses différemment, notamment s'agissant de questions qui remontent à une période lointaine. Mais l'histoire qui est inventée de toutes pièces, c'est celle qui sera présentée par la partie adverse. Et là, il y a un écart entre la réalité et notre thèse. Et c'est ça qu'il faut retenir. Les éléments de preuve pris dans leur ensemble devraient être pris dans leur ensemble. Et c'est ce qui devrait éclairer la Chambre, notamment eu égard au stade de la procédure. La crédibilité des éléments de preuve est de nature provisoire. Et par ces motifs, la Chambre doit donc agir de façon circonspecte pour résoudre toutes sortes d'incohérences. Le fait que la défense soit en mesure de présenter sa position en se fondant sur des éléments de preuve que nous avons présentés démontre que les éléments de preuve ont été présentés sans filtre et c'est ainsi que les choses devraient se faire. Nous sommes des officiers de cette Cour et par conséquent, nous militons en faveur de la manifestation de la vérité et nous devons aider la Chambre à faire son travail pour que la Cour puisse s'acquitter de son mandat, c'est-à-dire mettre fin à l'impunité pour des crimes relevant de la Cour et prévus au statut. Les éléments de preuve sous-tendant les faits matériels et les allégations contenues dans le DCC sont simples à comprendre et la Chambre peut les apprécier indépendamment de toute autre observation. Il n'est pas nécessaire de reconstruire les faits, pour reprendre une expression utilisée par Maître Knops, en présentant des moyens de défense pour son client. Ces deux hommes qui sont devant nous sont responsables à titre individuel et c'est le résultat d'un long processus d'enquête qui a produit des éléments de preuve importants établissant les rôles essentiels, les contributions, les agissements et les comportements, ainsi que les omissions, les mots utilisés, et tout cela participe d'un plan criminel. C'est pourquoi nous sommes ici. M. Ngaisona comme M. Hécatombe sont responsables pour les crimes dans la manière qui était décrite dans le DCC. Les éléments de preuve le démontrent, et ce, au-delà du seuil de motif substantiel de croire. Cela étant, ils ne sont pas les seuls à avoir engagé leur responsabilité pénale personnelle pour les crimes commis lors du conflit en RCA, du côté des Anti-Balaka ou de tout autre côté d'ailleurs. Les autres ne sont pas ici, ou les deux suspects ne sont pas ici parce qu'ils appartiennent à un camp ou à un autre, mais parce que les preuves démontrent qu'ils ont engagé leur responsabilité pénale individuelle. Permettez-moi maintenant de répondre à quelques arguments avancés par la défense. La défense de Hécatombe parle de questions juridiques, techniques, relatives à certaines charges précises, donc je ne vais pas les traiter de façon détaillée. Notre réponse par écrit répond à cela, je pense. Les preuves que nous avons présentées sont très claires et nous nous fondons également sur nos observations par oral ainsi que les éléments de preuve qui ont été présentés et qui sont abordés de façon détaillée dans le document des notifications des charges. Cela étant, j'aimerais faire ressortir quelques points précis. Dire que le conflit était une guerre religieuse, eh bien, l'accusation n'a jamais tenu de tels propos.
D'abord, cette affirmation est fausse et deuxièmement, elle simplifie à outrance le DCC, les événements sur le terrain ainsi que les facteurs politico-socio-économiques qui ont contribué au conflit. Toutefois, ce que le DCC allègue, c'est que les anti-Balaka ont ciblé la population civile musulmane du fait de leur appartenance nationale, religieuse, ethnique, du fait qu'ils étaient perçus comme étant responsables collectivement et complices de ou favorables au Seleka. Cela s'est produit dans un contexte où des crimes ont été commis par des Seleka, des atrocités ont été commises par les Seleka contre essentiellement des chrétiens et d'autres non-musulmans. C'est un fait et cela fait partie intégrante de notre thèse. Le conflit n'était pas une guerre de religion et le statut n'exige pas de le démontrer. Les musulmans n'ont pas été ciblés parce qu'ils étaient de confession musulmane comme soi, mais parce que leur foi, leur appartenance ethnique ou leurs origines nationales les identifient comme étant l'ennemi, parce que les sympathisants des Seleka, comme étant des sympathisants Seleka, des collaborateurs ou des membres d'un complot Seleka. Et cela est décrit, donc cela est interdit par le droit international et c'est une pratique fondée sur la discrimination et la persécution. L'existence d'une poignée de membres anti-Balaka qui étaient peut-être musulmans n'a pas d'impact juridique sur le fait que la politique de discrimination et de persécution avait un dessein commun, c'était celui commis par le groupe anti-Balaka. Le conflit n'était pas de nature religieuse, mais cela n'atténue pas l'impact de l'animosité envers les musulmans. En effet, les discours de haine, l'incitation à la peur et les messages de Bozizé, donc prononcés en 2012, ainsi que par ses collaborateurs, y compris Ngaïsona, ont fait la promotion de cette attitude, ont normalisé cette attitude au sein des rangs anti-Balaka. Nous avons, rappelez-vous des vidéos que nous avons présentées où on parlait de tuer des bébés. Même les bébés, on les tue. Il ne fait aucun doute que les civils musulmans faisaient partie des cibles anti-Balaka. Ils étaient perçus comme étant des ennemis. Et ces deux extraits vidéo le confirment. Un extrait vidéo présenté, et on y voyait un élément du groupe Yekatom. On le voyait portant un pull rouge. Il décrivait comment on utilisait des grenades pour chasser les musulmans de leur domicile et il disait qu'il voulait les tuer, tous, y compris les bébés. Vous voyez où est assis Yekatom. Rappelez-vous à quel point cet élément était franc lorsqu'il a décrit cela. Il l'a décrit sans gêne, sans retenue. Il existait donc une politique anti-Balaka qui ciblait violemment les civils musulmans dans l'ouest de la RCA, et cela n'est pas contesté. De plus, la politique, les discours disséminés, réitérés et promus par Bozizé, Ngaïsona, Yekatom, Mokom, Froka, ainsi que d'autres membres anti-Balaka et sympathisants, ne fait pas de doute d'après les éléments de preuve dont vous disposez. Même si nous en étions au stade du procès, ces éléments seraient confirmés. Cette politique concernait tous les groupes existants et c'était une politique axée sur la vengeance. Il fallait se venger de ceux qui étaient d'une population musulmane civile qui était perçue comme étant proche et favorable au Seleka. Elle est née d'un sentiment profond de trahison que j'ai mentionné d'ailleurs au début de la présentation de l'accusation. La blessure qu'ils ont infligée à nos cœurs n'est toujours pas guérie. Vous avez entendu un anti-Balaka le dire d'ailleurs. Le mobile pour se venger peut être compris, mais il ne peut jamais être justifié la commission de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, comme cela est reproché aux suspects. On ne peut pas non plus l'utiliser pour manipuler, exploiter des personnes, pour détruire des dizaines de milliers de vies civiles. Cela ne peut jamais être justifié,
ni par quelque moyen juridique que ce soit, ni pour faire avancer les intérêts de quelques-uns qui veulent prendre le pouvoir. Et pour ce qui est de la fortune de M. Ngassona, nous en avons parlé dans le document contenant les charges. Et d'ailleurs, ce n'est pas sa fortune qui le rend pénalement responsable des crimes anti-Balaka. Ngassona n'a pas financé les anti-Balaka, mais il a fondamentalement contribué au plan stratégique commun et aux crimes qu'ils ont commis de diverses façons, tel que cela a été énoncé dans le document contenant les charges, notamment en fournissant de l'argent pour aider à soutenir les éléments anti-Balaka. La fortune de Ngassona, notamment dans un pays pauvre, a contribué à l'influence qu'il avait au sein des anti-Balaka, et ce depuis son début. Cette fortune lui a permis d'acquérir reconnaissance, respect, loyauté, lui a permis de fournir un soutien aux membres du groupe et lui a permis de faire en sorte qu'il puisse avoir accès aux besoins nécessaires pour promouvoir et soutenir les efforts du groupe. Son soutien monétaire ne représente qu'une partie de ses contributions au plan commun stratégique. Son influence sur la jeunesse et sur les autres, ses discours, sa justification des crimes anti-Balaka, son engagement auprès du gouvernement de transition au nom du groupe lui-même et sa coordination des anti-Balaka, il a estimé, et ce sont ses propres termes, que cela représentait une énorme responsabilité. Donc son rôle a été absolument crucial. Il s'agit de son rôle au sein du groupe qui a été crucial et essentiel. Ses contributions et d'autres considérées de façon cumulative et individuelle ont été essentielles. Elles ont eu une incidence sur la façon dont les crimes reprochés ont été commis parce que ces contributions ont renforcé la capacité du groupe à les commettre. Elles ont eu une incidence sur la portée et l'omniprésence des crimes et sur la capacité des anti-Balaka à les exécuter largement et pendant toute cette période. Voici la base de la responsabilité pénale de M. Ngassona. Et d'ailleurs, l'accusation n'avance pas que seulement les liens très étroits qui unissaient Ngassona à Bozizé le rendent coupable. En tant que membre du plan stratégique commun, la Chambre a des éléments de preuve relatifs au séjour de M. Ngassona au Cameroun, à savoir avec qui il vivait, avec qui il était en contact, qui étaient les personnes avec qui il vivait, avec qui ces personnes étaient en contact, et quels étaient leurs liens respectifs avec d'autres membres fondamentaux du mouvement anti-Balaka et avec les dirigeants potentiels de la coordination nationale formalisée. Donc ces éléments de preuve se trouvent dans le document contenant les charges. Il est absolument indubitable qu'en tant que partisan politique du KNK de M. Bozizé, en tant qu'ancien élu de Boirabe, un fief connu de M. Bozizé, en tant que ministre du gouvernement destitué de M. Bozizé, M. Ngassona était proche de l'ancien président. Il est absolument indubitable qu'il existait des relations entre lui-même et d'autres au sein du mouvement. Et il ne fait non plus pas l'ombre d'un doute quels étaient ces liens entre ces personnes et les autres personnes importantes du mouvement anti-Balaka. Comme je l'ai déjà indiqué, la défense de M. Ngassona a fait référence aux éléments de preuve présentés et aux arguments présentés par l'accusation comme étant autant de balivernes, comme étant absolument impossible, où la défense a avancé qu'elle avait complètement détruite la théorie de l'accusation. Mais la défense a expliqué qu'elle n'avait pas entendu ça ou qu'en vertu du droit pénal international, cela avait déjà été présenté dans l'affaire Gbagbo. Mais avec tout le respect que je dois à cette Chambre, il ne s'agit pas de la même affaire, les faits sont différents et cette Chambre n'est pas tenue de respecter ou de tenir compte des décisions prises en première instance dans une autre affaire. L'argument de M. Ngassona suivant lequel il n'y avait pas de groupe anti-Balaka en tant que tel, que ce groupe n'existait pas, est impossible à présenter au vu des éléments de preuve dont vous êtes saisis. Vous avez vu de nombreux communiqués de presse délivrés par M. Ngassona, signés par lui, portant le sceau de coordonnateur général national. Vous avez vu et entendu ces déclarations publiques, les déclarations des dirigeants anti-Balaka, notamment de M. Yekatom. Vous avez les références du groupe qu'il coordonne. Le groupe
au sujet duquel il expose sa conviction, qui est que lorsqu'il donne un ordre à ce groupe, cet ordre est exécuté avec effet immédiat. Il fait référence aux 70 000 éléments anti-Balaka au sein du mouvement. Il s'agit du groupe pour lequel il a demandé et délivré des cartes d'identification portant le nom des anti-Balaka, signées par lui ou par d'autres dirigeants de la coordination nationale, le groupe qu'il a proposé au gouvernement de transition et qui devait payer pour leur cantonnement, le groupe qu'il a convoqué à sa résidence et à d'autres lieux également, notamment à l'hôtel Azimut à Bangui, afin de parler stratégie, afin de parler de leur situation, de leurs besoins, de leurs exigences, de la situation en matière de sécurité, des communiqués de presse, le groupe de personnes auxquelles il fait référence comme étant ses enfants, le groupe auquel il fait référence comme étant des ex-anti-Balaka lorsqu'il a créé ce qu'il appelle son parti politique à la fin de l'année 2014. Vous vous envoyez la liste maintenant. Les commandants de zone, les coordonnateurs de préfecture, les coordonnateurs régionaux, les chefs avec qui il était en contact pendant que les crimes étaient commis. Et vous pouvez voir la liste d'un certain nombre de membres de la coordination nationale avec leur signature. Il s'agit de ce groupe. Il était en contact avec les commandants de zone lorsque les crimes ont été commis. Et j'aimerais rappeler à la Chambre que certains des crimes sont des infractions de nature continue en RDC. Les musulmans étaient de façon illicite retenus dans des enclaves, assiégés dans différentes préfectures, dans la RCA de l'Ouest, sans parler bien entendu de leur déplacement et du fait qu'ils ont été déportés. Alors, ceux qui indiquent que les anti-Balaka n'étaient pas structurés sont des personnes qui n'ont pas encore vu les éléments de preuve présentés à la Chambre. Et cela va à l'encontre du bon sens lorsque l'on prend en considération la portée et la durée des crimes commis. Lorsque vous pensez au niveau de victimisation en l'espèce, cela ne peut pas se produire sans organisation. Et même avant la proposition du 14 février 2014, même avant que ce document ne soit présenté, une proposition a été distribuée. Et cette proposition indiquait quels étaient les membres qui allaient faire partie de la coordination nationale. Et si vous prenez en considération ce document, vous y voyez très clairement le nom de M. Ngaïsona. Et cela même avant qu'il n'arrive à Bangui. Et vous voyez d'autres noms que la Chambre reconnaîtra très certainement. Il faut savoir que M. Ngaïsona n'est pas tombé du ciel pour diriger la coordination nationale anti-Balaka officialisée. Il était déjà connu dans le mouvement et les membres du mouvement lui faisaient confiance. Et de toute façon, il était déjà connu du fait du lieu de ses origines. La défense fait valoir que si un tel groupe existait, il était absolument impossible de le contrôler. Mais vous avez déjà été saisi des aveux de M. Ngaïsona ou de ce qu'il a admis au sujet de ce contrôle. Vous avez vu des ordres de mission, vous avez vu des ordres, vous avez vu des communications destinées au groupe qui empêchent à certains membres de représenter les anti-Balaka. Vous avez même vu comment il a expulsé son propre coordonnateur national adjoint parce qu'il avait enfreint la hiérarchie en août 2014. Alors, il avait soi-disant peur de certains membres, tels que Angelo, qui, d'après ce que je comprends de la défense, l'aurait attaqué 2 fois, est absolument extraordinaire. Il s'agit bien-il du même Angelo qui avait été affecté pour diriger la police militaire anti-Balaka en mission, un coordonnateur de paix sérieux qui veut véritablement mettre un frein à la violence anti-Balaka contre les civils musulmans, n'aurait pas fait
partie de ce genre de structure. Gagne Sona en faisait partie parce qu'il n'était pas un coordonnateur de la paix, il était le dirigeant d'un groupe et mouvement politico-militaire. Et d'ailleurs, Gagne Sona, lorsqu'on avance que Gagne Sona n'a jamais abordé la situation qui prévalait en matière de sécurité avec ses commandants de zone, cela est tout à fait implausible. Il faut savoir à ce stade de la procédure s'il existe des motifs substantiels de croire que les suspects sont responsables des crimes qui leur sont reprochés. Est-ce qu'il existe des motifs substantiels permettant de conclure que sont satisfaits les faits essentiels relatifs aux éléments des crimes et au mode de responsabilité précis? Nous l'avons fait cela. Les éléments de preuve fournissent autant de preuves concrètes et tangibles qui sous-tendent les allégations du document contenant les charges. La norme d'administration de la preuve, à cette étape de la procédure, a pour but de garantir que seules les personnes à l'encontre desquelles des charges suffisamment sérieuses ont été présentées et sans se limiter à de simples supputations ou de soupçons. Cette Chambre dispose de ces éléments de preuve, du type d'éléments de preuve, de la nature d'éléments de preuve et du volume d'éléments de preuve qui correspondent à un procès. Il s'agit notamment de déclarations certifiées émanant de victimes et de membres de l'entourage immédiat, de vidéos, d'audio, de photographies, de relevés téléphoniques, de registres de transactions, de documents gouvernementaux, de documents anti-Balaka, de documents du renseignement secret, de déclarations publiques et de ce qu'ont admis les suspects et de documents sources ouvertes émanant d'agences fiables et d'ONG. Si vous prenez la globalité de ces documents, ce que vous devriez faire, les éléments de preuve fournissent une preuve suivant lesquels les crimes reprochés ont été commis et peuvent être imputés. Et avant de terminer, j'aimerais aborder deux notions importantes, à savoir les charges sous forme d'alternative et de cumul. Comme vous le savez, le document contenant les charges qualifie le même comportement comme correspondant à différents crimes considérés de façon cumulative. Alors l'article 61.7 dispose que la Chambre ne confirme pas les charges lorsque les éléments de preuve ne fournissent pas de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime reproché, mais elle ne demande pas, elle n'exige pas de la part de la Chambre de ne pas confirmer lorsqu'une qualification juridique possible du comportement pourrait être préférable à une autre qualification juridique tout aussi viable conformément aux éléments de preuve. L'article 61.7 dispose seulement de ce qui suit, à savoir le fardeau de la preuve est satisfait lorsque se reprend l'interprète, le fardeau de la preuve est satisfait, la Chambre peut confirmer les charges. Et bien que la norme 55 puisse fournir une protection pendant le procès, alors que les éléments de preuve ou lorsque les éléments de preuve peuvent exiger une modification de la qualification juridique des faits confirmés par une chambre préliminaire, elle ne porte absolument pas sur la situation lorsque les mêmes faits peuvent constituer plus d'un crime. Par conséquent, conformément à la pratique établie par les chambres préliminaires, lorsque la norme d'administration de la preuve est satisfaite, cette chambre devrait autoriser l'accusation à présenter un cumul de charges pendant le procès et devrait demander à la chambre de première instance, qui est l'organe le mieux placé, de résoudre la question concernant la concurrence des infractions. Lorsque les éléments de preuve sont suffisants pour étayer chacun des modes alternatifs pour le même comportement évalué individuellement, il est absolument approprié que ces charges soient confirmées par le cumul des charges. Cela permet à la chambre de première instance de déterminer quel chef ou quelle charge satisfait au fardeau de la preuve pendant le procès et ce conformément à la pratique des chambres préliminaires. Et comme d'autres chambres l'ont également reconnu, la confirmation de différents modes de responsabilité applicables pourrait diminuer ou minimiser les retards futurs et pourrait fournir à la défense une notification précoce des qualifications, des différentes qualifications qui pourraient être prises en considération par une chambre de première instance. J'en arrive à la fin de mon intervention. Madame, Messieurs les juges, les charges en l'espèce devraient être confirmées, car l'évaluation de ces charges ne correspond pas à un exercice. Il s'agit de réalité, de pragmatisme, et cela
cela correspond à l'application de la raison, de l'expérience humaine et du bon sens, car cette affaire porte sur ces deux hommes. Il s'agit de la responsabilité individuelle, il s'agit de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas fait. Il s'agit de savoir si leur comportement constitue des violations du statut de Rome. Cette affaire n'est pas un référendum. Ce n'est pas non plus un acte d'accusation ou l'accusation d'un camp ou de l'autre camp du conflit. Il ne s'agit pas de savoir quel camp avait raison et quel camp avait tort. Il s'agit tout simplement de savoir si Patrice Édouard Ngainsona et Alfred Yekatom sont responsables des crimes qui ont été commis dans cette situation. Les éléments de preuve indiquent qu'ils le sont et qu'ils devraient, de ce fait, accepter que justice soit faite. La justice est un processus. La justice n'est pas toujours présentée ou emballée de façon commode. Elle ne se présente pas toujours sans heurts, ou elle peut parfois prendre un certain temps. Mais les faits en l'espèce et la vérité, si l'on fait appel à la logique et à la raison, sont que nombreuses sont les personnes qui devraient être considérées comme responsables des crimes qui ont été commis en République centrafricaine. Et je voudrais être bien clair à ce sujet pour vous dire que l'enquête de la procureure dans cette situation vise et a lieu et vise tous les camps. Et c'est ainsi que le processus de la justice doit commencer quelque part, et il commence ici, maintenant. Ceci met un terme à nos remarques et j'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, et remercier Madame, Monsieur le Juge, de leur attention. Merci beaucoup, Monsieur Van der Pouye. Je vous félicite, je félicite Madame la procureure pour nous avoir facilité la tâche. Vous avez respecté le calendrier que nous avions fixé. Encore une fois, merci beaucoup. Selon notre programme, nous allons maintenant passer aux observations des représentants légaux des victimes, parce que la défense passera en dernier. C'est bien ça. Alors, je passe la parole aux représentants légaux des victimes, s'il vous plaît, sans plus attendre. Merci, Monsieur le Président. Je vais d'abord commencer à présenter mes déclarations au nom des anciens enfants soldats, suivis de mes consorts de l'équipe des victimes des autres crimes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, pendant mes déclarations, je ne vais pas revenir sur tous les aspects de l'affaire. Et pour ne pas être répétitif, je me joins aux observations du bureau du procureur, présentées tant à l'oral que par écrit, pour autant qu'il s'agisse du recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs des anti-Balaka et de leur utilisation active à des hostilités. Et je réitère également, sans les répéter, mes déclarations présentées en début de l'audience de confirmation des charges et demande respectueusement à la Chambre de les prendre en considération en fin de votre détermination. Je me limiterai à certaines questions soulevées par la défense de M. Yekatom relatives au chef d'accusation 29 qui porte sur l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs des anti-Balaka et leur utilisation active à des hostilités. Et ensuite, je vais faire quelques observations concernant la présentation faite par la défense de M. Ngainsona. Tout d'abord, la défense de M. Yekatom tend à faire valoir que pour autant que le chef d'accusation 29 soit concerné, le document de notification des charges est vague et n'est pas suffisamment spécifique, tout en indiquant en particulier que, et je cite, « Dans le document contenant les charges, on ne trouve aucun élément permettant d'identifier ces 14 soi-disant enfants soldats. Il n'y a aucune indication non plus pour nous expliquer quand ils ont été enrôlés, quand ils ont participé aux hostilités, ni où cela a bien pu se faire. » Et je fais référence à la transcription de l'audience du 23 septembre, page 59, lignes 4 à 7. Premièrement, en ce qui concerne le temps et les lieux du recrutement d'enfants dans les groupes armés, je voudrais rappeler l'approche de la Chambre de première instance 1 dans l'affaire Lubanga.
qui a été récemment réitéré par la Chambre de première instance 6 dans l'affaire Ntaganda. Selon cette approche, le crime d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation active à des hostilités étant, et je cite, « de nature continue, ces infractions ne cessent d'être commises que lorsque l'enfant atteint l'âge de 15 ans ou quitte la force ou le groupe armé. » Fin citation. Et je fais référence au jugement du 8 juillet 2019, paragraphe 1112. Dans l'affaire Ntaganda, la Chambre de première instance 6 a en outre précisé qu'au vu du caractère continu du crime en question, les charges sont considérées suffisamment étayées, même dans le cas où, et je cite, « le moment de l'enrôlement ou de la conscription peut ne pas être connu ou impossible à spécifier dans le cadre d'un chef d'accusation. » Fin citation. Et surtout lorsque le recrutement a lieu dans un, et je cite encore, « environnement coercitif institutionnalisé, dans des circonstances similaires, sur une période de temps donnée et non comme des actes isolés. » Fin citation. La référence est faite au jugement précité, paragraphe 1112. Dans le contexte de la présente affaire, le caractère systématique et élargi du recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs des anti-Balaka et de leur utilisation active à des hostilités a été généralement reconnu et appuyé par de nombreuses sources, y compris par, si je ne m'abuse, 8 témoins cités par l'accusation, ainsi que par des rapports des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Et je fais encore référence au rapport du secrétaire général des Nations Unies intitulé « Le sort des enfants en temps de conflit armé en République centrafricaine » du 12 février 2016 au paragraphe 20, selon lequel, au cours de la seule année 2014, 2347 enfants soldats étaient enrôlés particulièrement dans les rangs des anti-Balaka. Eu égard à cette ampleur large du phénomène, et conformément à la jurisprudence internationale, y compris celle citée par la défense, il n'est donc même pas requis que le document de notification des charges identifie toutes les victimes concernées, puisque pratiquement cela est extrêmement difficile, voire impossible. À cet égard, je fais référence au paragraphe 23 du jugement dans l'affaire devant le TPIR, Ntageruru et les autres, du 7 juillet 2006, cité par la défense de M. Yekatom, selon lequel, et je cite en anglais, « The sheer scale of the alleged L'envergure même makes it des crimes allégués to require a high degree fait of qu'il est specificity pratiquement impossible in such d'être matters très as spécifique. the identity of the victims Par exemple, pour and donner the des détails date for the sur commission of l'identité the des crimes. victimes et la date à Fin laquelle les citation. crimes ont été commis. Je fais également référence au paragraphe 558 du jugement dans l'affaire devant le TPI Y, Sayenovic et les autres, du 23 janvier 2014, selon lequel, et je cite en anglais, Although the identity of a victim Bien is que information l'identité d'une that is victime valuable soit to une the information preparation qui soit of the fort defense, utile pour préparer la convictions défense, may also les be condamnations entered on peuvent aussi unspecified être victims. rendues à propos de Fin victimes citation. non précisées. Merci. Par ailleurs, et puisque la défense continue à insister sur ce point dans ses écritures d'hier, l'observation de la défense, selon laquelle elle ne connaît pas l'identité des 14 enfants soldats auxquels l'accusation fait référence, est dénuée de tout fondement, puisque le document cité dans la note de bas de page 749 du document de notification des charges contient bien les listes des enfants concernés, avec leur nom complet, leur âge, leur sexe, leur lieu de retour, et même l'information sur leur famille de référence. Il suffit d'ouvrir le document. Concernant la proximité du crime à M. Yekatom, le document de notification des charges fournit de la preuve additionnelle concernant l'événement du 4 août 2014, relative aux négociations entre les ONG locales
l'UNICEF et M. Yekatom, tout en attestant que M. Yekatom en personne avait donné son accord à la démobilisation des enfants des rangs des anti-Balaka, ainsi que son accord à ne plus procéder au recrutement d'enfants. En outre, plusieurs enfants soldats étaient parmi les gardes de sa propre maison. Et enfin, et concernant toujours la question de proximité, il convient de noter que les 83 anciens enfants soldats qui participent à la présente procédure ont tous relaté dans leur demande de participation d'avoir été recrutés dans les rangs des anti-Balaka et ont tous mentionné comme auteur principal de ce crime leur commandant Rambo et donc M. Yekatom. De plus, plusieurs de ces enfants ont relaté d'avoir été conscrits par Rambo en personne et d'avoir subi des crimes additionnels pendant leur conscription commis par leur commandant Rambo en personne, dont des actes de traitement inhumain, mais également de violences sexuelles. Pourquoi une telle unanimité? Il s'agit d'une coïncidence, d'un complot peut-être. Quels autres éléments devraient être apportés à ce stade pour que le document de notification des charges soit considéré, aux yeux de la défense, suffisamment spécifique et étayé? À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence de cette Cour, qui est constante aujourd'hui, selon laquelle, et je cite le paragraphe 40 de la décision sur la confirmation des charges, dans l'affaire Rotoy 5 du 23 janvier 2012. L'audience de confirmation des charges a pour objet de s'assurer qu'aucune affaire n'est renvoyée en jugement, à moins que les éléments de preuve ne suffisent à établir qu'il y a des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés. Ce mécanisme a été conçu pour protéger les droits de la défense contre des charges abusives et totalement infondées. Fin de citation. En outre, je cite le paragraphe 64 de la décision sur la confirmation des charges dans l'affaire Katanga du 30 septembre 2008. L'audience de confirmation des charges a une portée et un objet limités et qu'il ne devait pas être considéré comme un mini-procès ou un procès avant le procès. Fin de citation. Enfin, je fais référence au paragraphe 39 de la décision sur la confirmation des charges dans l'affaire Lubanga du 29 janvier 2007, selon lequel, au stade de la confirmation des charges, l'accusation a une obligation de, et je cite, fournir des preuves concrètes et tangibles montrant une direction claire dans le raisonnement supportant ces allégations spécifiques. Fin de citation. À cet égard, je fais référence au paragraphe 31 d'un jugement rendu dans l'affaire Al-Bashir du 3 février 2010, selon lequel, au stade préliminaire, et je cite, « Il n'est pas nécessaire d'être certain que la personne a commis l'infraction alléguée. Cette certitude n'est exigée qu'au procès, quand le procureur a eu la possibilité de présenter davantage de preuves. » Fin de citation. À la lumière de la jurisprudence de la Cour citée ci-dessus, et eu égard aux éléments de preuve présentés par l'accusation, et tenant compte de la portée limitée du stade de confirmation des charges, les affirmations de la défense selon lesquelles l'accusation n'a pas respecté le seuil de la preuve requis doivent être rejetées. En revanche, l'accusation a présenté les éléments de preuve suffisamment spécifiques afin de démontrer que le crime sous le chef d'accusation 29 a été commis aussi bien par M. Yekatom directement que par des éléments des troupes des anti-Balaka qu'il dirigeait. En tout état de cause, et conformément aux standards de la preuve applicable à ce stade, l'accusation a bien montré une direction largement claire dans le raisonnement étayant ces allégations spécifiques. Et la défense ne fait certainement pas face aux charges abusives et totalement infondées. D'ailleurs, la défense de M. Yekatom ne conteste pas la présence des enfants de moins de 15 ans dans les rangs des anti-Balaka.
ni l'implication de M. Yekatom dans la démobilisation de certains de ses enfants, mais ne fait que soulever un manque d'information en sa disposition afin de pouvoir défendre M. Yekatom. Je passe maintenant brièvement à la présentation faite par la défense de M. Nguyen Sona. J'avoue, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, que lorsque j'avais écouté la présentation de la défense de M. Nguyen Sona, j'avais eu l'impression, et apparemment pas seulement moi, que nous nous étions tous trompés du forum et que nous étions non pas à la Cour pénale internationale, en train de discuter de la responsabilité pénale de M. Nguyen Sona, mais plutôt à un événement tendant à délivrer une prime d'honneur à M. Nguyen Sona pour ses mérites et pour ses qualités prétendument exceptionnelles. Et ce, nonobstant l'abondance des éléments de preuve démontrant le contraire. Corrigez-moi si j'ai peut-être manqué certains passages. Pendant ces présentations, la défense de M. Nguyen Sona n'avait jamais fait référence à la question du recrutement d'enfants de moins de 15 ans dans des groupes armés en République centrafricaine de façon générale et dans les rangs des anti-Balaka en particulier. C'est comme si ce phénomène extrêmement répandu, généralement reconnu, n'existait pas du tout. C'est comme tout simplement nier l'évidence. Cette omission est d'autant plus surprenante que M. Nguyen Sona avait été pendant longtemps président de la Fédération centrafricaine du football et avait un rôle important dans le cadre de la coordination de la jeunesse. Et était même le ministre de la jeunesse de la République centrafricaine. Et était donc censé au moins être au courant de la problématique, eu égard à son ampleur extrêmement large. En revanche, nous avons entendu que M. Nguyen Sona ne pouvait pas commettre ces crimes, lui reprochait, parce qu'il avait été très occupé en tant que président de la Fédération centrafricaine du football et avait en outre exercé une mission de porteur de paix et de réconciliation. Monsieur le Président, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cet argument. Excusez-moi l'expression, mais on peut très bien cumuler des choses. On peut très bien diriger le football et être auteur des crimes les plus atroces sur le plan international, sans pour autant avoir même besoin d'être physiquement présent sur la scène du crime. On peut donc faire les deux choses en même temps. C'est parce que, tout simplement, l'une réalité n'exclut pas l'autre, qui peuvent très bien exister en parallèle. Et c'est aussi parce que, comme nous le savons tous, le statut de Rome prévoit explicitement la responsabilité pénale non seulement des auteurs directs des crimes, mais également de ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la commission des crimes, peu importe leur proximité physique. Si M. Nguyen Sona, comme sa défense tente à faire valoir, n'était associé à aucun groupe anti-Balaka, je m'interroge sur la question de savoir dans quelle capacité il avait donné des instructions à un représentant des anti-Balaka de venir à la réunion consacrée à la démobilisation des enfants du groupe anti-Balaka dirigé par M. Yekatom. Aucune réponse à cette question n'a été fournie par la défense de M. Nguyen Sona. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, eu égard aux éléments de preuve contenus dans le document de notification des charges et présentés par l'accusation au cours de l'audience de confirmation des charges, les anciens enfants soldats soumettent qu'il existe des preuves suffisantes, donnant des motifs substantiels de croire que M. Yekatom et Nguyen Sona ont bien commis les crimes qui leur sont imputés sous le chef d'accusation 29 et demandent respectueusement à la Chambre de confirmer les charges respectives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Je vous félicite également pour votre concision. Et maintenant, je vois Maître Massida debout. Je pense que c'est son tour. Maître. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais, avec l'indulgence de la Chambre, suggérer, si possible, de prendre la pause maintenant. Je suis prêt à enchaîner,
mais mes propos dureront plus ou moins 30 minutes. Et si possible, je souhaiterais continuer mes propos dans la même session. Si c'est bien pour la Chambre, on pourrait peut-être prendre la pause maintenant et recommencer à 11h15. Si la Chambre ne considère pas que c'est bien de faire la pause maintenant, je peux enchaîner sans problème. Je vous remercie de votre patience. Maître, la Chambre s'est brièvement consultée et est d'accord à ce qu'on prenne la pause maintenant. Alors, je vous remercie. Voilà. Madame la greffière, nous allons donc suspendre l'audience. Nous allons suspendre l'audience pour 30 minutes. Nous reprenons à 11h15. C'est ça. All rise, vous vous levez.